Hey, salut! Ben Affleck, David Beckham, Eddie Murphy, Steven Spielberg, Sylvester Stallone, Michael Jordan, Daniel Craig et Agent 007 ont tous un élément qui les unit. Outre leur fortune exubérante, ils sont tous au volant des véhicules d'un des fabricants les plus prestigieux du marché. Symbole de finesse et d'élégance, la marque a su s'immiscer dans la culture populaire, se faire une place de choix. Pour ses lignes magnifiques, son siège éjectable ou encore son agilité sur route. Aujourd'hui, on regarde dans notre rétroviseur pour en savoir plus sur la marque qui se distingue le plus d'entre toutes. Martin. Aston Martin. C'est parti. L'entreprise qui est devenue Aston Martin a des débuts assez intéressants. Lionel Martin était un simple vendeur de voitures au Royaume-Uni. Amateur de cyclisme, il faisait partie du grand club de cyclisme Bath Road Club. En 1909, il oublie de payer une amende et on lui interdit donc de conduire des voitures pour 2 ans. Il fait alors de sa bicyclette son véhicule principal. Il enregistre d'ailleurs un record de vitesse entre Edinburgh et York en 1911. Durant cette période, il rencontre et se lie d'amitié avec un certain Robert Bamford. En 1912, ils s'unissent pour vendre des voitures de marque Singer et cofondent Bamford & Martin Limited un an plus tard. Ils débutent alors la conception de leur tout premier véhicule qu'ils complètent en 1915. Ils n'ont toutefois pas la possibilité de mettre en production le véhicule à cause de l'avènement de la Grande Guerre. Lionel s'enrôle dans l'amirauté et Robert dans l'armée britannique. Au retour de la guerre, ils débutent la conception d'une nouvelle voiture. Mais en 1920, Bamford décide de quitter. L'entreprise reçoit toutefois une aide financière considérable de la part du comte Louis Zborowski, célèbre pilote automobile. Et 2 ans plus tard, l'entreprise s'embarque dans la production de voitures pour le Grand Prix de France. Ils réussissent à se frayer une place de choix et à fracasser un record de vitesse. Un total de 55 véhicules avaient été produits avec des configurations similaires. En 1924, Bamford & Martin traverse sa première faillite. Oui, sa première. Parce que leur premier siècle d'existence a été non pas sans son lot de troubles financiers. Dorothy Lady Charnwood rachète l'entreprise et met son fils sur le conseil exécutif. 1 an plus tard, l'entreprise vit déjà une période financière tumultueuse et cette fois Bill Renwick, Augustus Bertelli ainsi qu'une équipe d'investisseurs en prennent possession. Je vous l'avais dit, leurs finances ont longtemps été leur plus grand problème. Puis c'est juste le début. Mais c'est suite à ce rachat, en fait, que l'entreprise est renommée Aston Martin Motors. Renwick et Bertelli étaient partenaires de longue date. Ils avaient d'ailleurs complété la conception d'un moteur à combustion plus fiable et plus performant que ceux de la compétition. À la base, ils voulaient vendre leur moteur à des fabricants automobiles existants, mais une opportunité unique leur est apparue avec des problèmes financiers que vivait l'entreprise. Ils se disaient que de créer leur propre véhicule, d'y insérer leur moteur comme cœur et de capitaliser sur la réputation de la marque était une excellente façon de lancer leurs produits avec succès. La Aston Martin T-Type est produite et mise en marché en 1927, avec son design beaucoup plus robuste et élégant que ses prédécesseurs designés sous Lionel et Robert. La seule chose en fait qui restait de celle-ci était des radiateurs qui, achetés en grande quantité, seraient une perte importante pour l'entreprise s'ils ne l'utilisaient pas. Son moteur était celui de Bertelli et Renwick, capable de produire jusqu'à 55 chevaux vapeur. Le modèle était disponible sous différentes configurations d'habitacle, soit une berline ou une type Touring. Dans les années suivantes, leurs moteurs se sont améliorés et sont devenus de plus en plus performants. C'est une excellente période pour l'entreprise qui vit un énorme succès en course automobile. En 1932, de nouveaux problèmes financiers font surface. L'entreprise résiste durant 1 an grâce à l'aide financière de Lance Pride O'Brien, juste à temps pour que Sir Arthur Sutherland en prenne possession en 1936. La nouvelle direction décide de changer la vocation de l'entreprise et de se concentrer uniquement sur les voitures routières et donc de délaisser la course automobile. Choix judicieux qui stabilise les finances d'Aston Martin Motors jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Durant celle-ci, l'usine se concentre sur la fabrication de pièces d'avion afin de contribuer à l'effort de guerre. L'entreprise allait réussir à passer au travers de la guerre, mais la faillite était encore une fois de plus en plus aux portes de celle-ci. En 1947, Aston Martin Motors est racheté par David Brown. Il rachète aussi Lagonda pour ses célèbres moteurs créés par Walter Owen Bentley. Oui, celui-là. Suite à cette acquisition, l'entreprise débute la création de la nouvelle série DB aux initiales du sauveur de l'entreprise en constant trouble financier. David avait toutefois l'ambition de ramener Aston Martin à la tête des plus grandes courses afin de regagner l'image de prestige et de performance qu'ils avaient autrefois. Les nouveaux débuts d'Aston en course automobile arrivent en 1952 avec la DB1 et la DB2. Ils n'avaient pas nécessairement l'intention de gagner des courses, mais du moins de se positionner comme une voiture de choix et compétitive. En 1955, ainsi que les 2 années suivantes, la DB3S permet à Aston Martin d'avoir la victoire au Le Mans. Vers la fin des années 50, la DBR1S permet de gagner 6 courses au championnat du monde et accomplit la tâche impressionnante de battre 5 records de vitesse. En 1972, David Brown avait accumulé toute une dette.
Il doit donc se départir d'Aston Martin, qui est remis à William Wilson, comptable à la tête de la firme d'investissement Company Developments. À son grand désarroi, il ne réussit pas à faire relever l'entreprise qui se fait surprendre par plusieurs obstacles importants. Une récession globale, un fonds de roulement indisponible ainsi que des nouvelles règles d'émissions de polluants fixées en Californie mettent d'énormes bâtons dans les roues du fabricant. En avril 1975, la firme vend Aston Martin Motors à quelques investisseurs dont Peter Sprague, George Minden, Jeremy Turner, George Flather et Alan Curtis pour un total de 1,05 million de livres sterling. Ils étaient tous plus épatés par l'usine et le savoir-faire de la main-d'œuvre que les véhicules en tant que tels. L'entreprise est alors renommée Aston Martin Lagonda Limited et reprend du service 6 mois après son acquisition. Les commandes s'accumulent déjà autant pour le marché américain qu'ailleurs dans le monde. Dans un effort de modernisation de la marque, Aston Martin présente la toute première V8 Vantage en 1977, suivie de la Volante en 1978. Aston produit aussi une voiture unique, la Bulldog, une réelle prouesse esthétique qui représente bien l'ambition de faire de la marque un symbole de prestige et d'innovation. Par le fait même, Alan Curtis, ayant plus de 45% des parts de l'entreprise, voulait changer la clientèle de vieux fans de la marque vers des hommes d'affaires riches et nouveaux mariés. Il décide donc d'augmenter les prix de 25%, ce qui s'avère être une stratégie dangereuse. Le fait d'augmenter les prix donne une allure de rareté qui permet d'attirer un autre type de clientèle. Mais dans les années suivantes, l'entreprise vit des moments difficiles à nouveau, et c'est en 88 qu'Aston Martin vend une partie de ses actions à Victor Gauntlet de Pace Petroleum. Tim Hurley achète lui aussi une part de 12,5% de l'entreprise. Gauntlet devient le président exécutif et mène aussi l'équipe de vente. En 1982, le prince de Galles donne un mandat royal de nomination, soit un certificat confirmant qu'un membre de la royauté utilise les produits ou services offerts par l'entreprise et permet donc à celle-ci de publiciser son utilisation par un membre de la famille royale. En gros, c'est un peu comme une version monarchique des influenceurs. Bon, puis là, un jeu de vente de parts de marché et de financement se joue tout au long des années 80 et Ford réussit à mettre la main sur une partie des parts d'Aston Martin en 87. C'est en 88 qu'ils retirent la V8 Vantage du marché et introduisent la série Virage. Sachant que le développement de la DB7 requerrait un immense effort d'ingénierie, Gauntlet laisse le plein pouvoir à Ford et rend sa position de président à Walter Hayes. Ford place Aston Martin sous la division Premier Automotive Group ou PAG. Ils investissent alors une somme immense dans de nouvelles manufactures dédiées à la marque. En 1995, Aston Martin vend 700 voitures, soit un record de vente pour le fabricant, si on compare avec une marque bon marché. Toyota avait vendu plus de 900 000 Corolla la même année. Juste des Corolla. La DB7 était toutefois très populaire en comparaison au modèle précédent. En 1998, ils vendent leur 2 millième du modèle, et c'est en 2002 qu'ils vendent leur 6 millième. Mais c'est en 2001 qu'Aston Martin présente la série qui s'avère être ma préférée, la Vanquish. Munie d'un V12 impressionnant, elle se distingue de la compétition et fait tourner les têtes non seulement par son ronronnement unique, mais par ses lignes modernes et luxueuses. La série DB continue d'évoluer avec la DB8 et DB9 dans les années suivantes. Suite à de nouveaux tumultes dans les finances de Ford, l'entreprise est mise aux enchères en 2007. En mars de la même année, un consortium mené par David Richards achète Aston Martin pour 848 millions de dollars US. Ford décide de garder toutefois une part minime de l'entreprise, soit environ 10%. La nouvelle direction cherche à ouvrir les marchés asiatiques en organisant une traversée de Tokyo à Istanbul à bord d'une V8 Vantage. Dû à la récession en 2008, l'entreprise se doit de ralentir ses activités, mais exécute un grand retour avec la Rapide en 2010. En 2013, l'entreprise signe une entente avec le groupe Daimler-Benz afin d'alimenter les nouveaux véhicules avec des moteurs AMG de Mercedes. C'est ce qui va permettre à Aston Martin de renouveler sa motorisation et de mettre à jour sa technologie qui commençait un peu à traîner de la patte. Ça permet d'ailleurs la conception de la très jolie DB11 avec l'ensemble de gadgets développés par Mercedes, c'est-à-dire un système de navigation et d'infodivertissement à la fine pointe de la technologie. Petit interlude, car on pourrait pas parler d'Aston Martin sans parler de son association avec le célèbre agent 007. La voiture pleine de gadgets fait sa première apparition en 1964 dans le film GoldenEye, munie entre autres de mitraillettes de chaque côté du véhicule, d'un réservoir d'huile pour faire perdre le contrôle à ses ravisseurs, ainsi qu'un siège éjectable. I never joke about my work, 007. La DB5 que conduisait James Bond était sans contredit une apparition marquante qui a permis de donner la réputation que la marque tient encore aujourd'hui. Différents modèles sont mis à la disposition de l'agent au cours du temps, dont une DBS, une V8 Vantage, une V12 Vanquish et une DBS V12, mais la DB5 fait un retour dans Casino Royale et Skyfall. L'union d'Aston Martin et 007 était un atout et a permis à la marque de se frayer une place de choix dans l'imaginaire du monde entier. Aujourd'hui, l'entreprise a beau être publique, ses voitures sont extrêmement exclusives. Les modèles de plus en plus chers sont aussi de plus en plus élégants et luxueux, sans toutefois oublier l'aspect de performance.
Aston Martin crée des voitures pour ceux qui peuvent se le permettre, des acteurs, hommes ou femmes d'affaires, influenceurs, etc. Leurs véhicules maintiennent toutefois une place de choix dans le cœur des gens, là où on se permet encore de rêver. C'est ce qui m'a fait à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci beaucoup de prendre le temps de regarder mes vidéos, c'est vraiment apprécié. Si vous avez des idées ou des suggestions pour la prochaine, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, que ce soit un véhicule, une marque ou encore une personnalité de l'industrie automobile. N'hésitez pas à laisser un commentaire autant sur YouTube que Facebook parce que je les lis et j'y réponds tout le temps. Aussi, laissez-moi savoir si vous avez apprécié l'épisode en laissant un thumbs up en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour vous assurer de ne pas manquer les prochains. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétroviseur.